Que de chemin parcouru entre Rose et Twice Upon a Time, entre le premier épisode New et celui qui possède actuellement la place de dernier en date. D'un côté, 2005, année de la création de YouTube, de la publication d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, de la sortie du meilleur film de la prélogie Star Wars, et grand retour de Doctor Who sur nos écrans, en compagnie de Christopher Eccleston, fou et intrigant dans son blouson de cuir, Billie Piper nous présentant Rose Tyler, une jeune anglaise intrépide et tenace, aspirant à bien plus que sa vie ne peut lui offrir, et le retour de la conscience Nestine, une entité maléfique déjà rencontrée dans la série classique. De l'autre, 2017, année de la première victoire du Portugal à l'Eurovision, du Handspinner, et de la sortie de Bad Buzz d'Eric et Quentin, et de À bras ouverts. Et oui, ça a à peine un an ces trucs-là. Ce fut également l'année de l'arrivée du premier Docteur féminin, le 25 décembre, lors de la conclusion de Twice Upon a Time, la fin en apothéose d'un Peter Capaldi aussi resplendissant dans la mort de son personnage que dans ses moments de grâce les plus incroyables, évoluant aux côtés d'un David Bradley entrant parfaitement dans le gilet et les souliers du premier Docteur de William Hartnell, dernier hommage vibrant à un Docteur et ses fidèles compagnes et compagnons, dans un doux conte de Noël autant mélancolique qu'optimiste. On en a déjà parlé dans notre vidéo, qui seront les prochains Docteurs, mais récemment sont sorties les premières novélisations d'épisodes New. Vous vous en doutez vu l'introduction et le titre de cette vidéo, j'ai lu les novélisations de Rose et Twice Upon a Time. Et donc qu'en est-il? Que valent-elles? Je vais en parler conjointement car je pense qu'on peut ressortir pas mal de choses d'une analyse croisée. Soyez sans crainte, je garde les spoilers pour plus tard dans la vidéo et ils seront signalés par une belle zone spoiler. Commençons par Twice Upon a Time, qui est ce qui se rapproche le plus de l'idée première qu'on peut avoir d'une novélisation, suivant fidèlement l'épisode, au point d'en reprendre la majorité des dialogues au mot près. Quand on lit Twice Upon a Time, on voit Twice Upon a Time. C'est un ouvrage assez factuel dans sa manière de dérouler les péripéties de l'épisode. Peut-être est-ce dû au fait que je l'ai vu plusieurs fois très récemment, mais chaque scène, à l'exception de quelques nouveautés, est ici projetée sur le papier avec une rigueur rassurante et une plume aisée. Twice Upon a Time est adapté à tous les publics. C'est une novélisation à la fois satisfaisante pour les adultes, mais aussi pour les enfants, avec un vocabulaire et un phrasé globalement simples et accessibles pour tous, tout en restant maîtrisé et très agréable à parcourir. L'auteur, Paul Cornell, suit avec respect, avec minutie parfois, son matériau de base et en fait un ouvrage à dévorer en quelques heures, une petite sucrerie à savourer en se remémorant tous les détails marquants de l'épisode, ici régulièrement complété d'informations nouvelles pour appréhender différemment quelques éléments du lore whovian, voire même combler certains détails pouvant passer pour des trous scénaristiques. Et au final, je me contentais bien de cette rigueur, n'étant pas particulièrement satisfaite par certains ajouts. Est-ce mon côté fan rabat-joie ne supportant pas qu'on touche au matériau de base? Je ne pense pas, en témoigne Rose. Rose est l'antithèse de la novélisation de Twice Upon a Time. Rose n'a que faire du respect et de la rigueur chirurgicale dédiée à l'épisode. Rose n'est pas là pour dérouler le tapis rouge à son homonyme télévisuel, mais pour être sa propre représentation de l'histoire originale. Rose, c'est Russell T Davies après des années de réflexion sur ses personnages, sur son propre scénario, sur ses représentations du monde. Rose se permet des blagues douteuses de tout poil. Rose aborde des sujets qu'on ne lui a jamais demandé d'aborder. Rose n'est plus l'épisode qu'on a connu, et Rose est magnifique. Une redécouverte totale d'un épisode qui n'a jamais fait partie de mes favoris, que je n'ai jamais trouvé particulièrement riche, et qui m'a dévoilé une facette nouvelle de sa personnalité. Est-ce donc mon côté fan adepte de popcorn, se délectant avec joie des larmes des fans les plus méticuleux, tout à fait consciente que Rose risque d'agacer prodigieusement? Non plus, je pense que c'est un entre-deux. Parfois, la retouche est satisfaisante, parfois non. Les ajouts m'ayant déplu dans Twice Upon a Time m'ont aussi dû beaucoup plaire à d'autres. Certains d'entre eux seront probablement irrités par les modifications au bistouri qu'a subi Rose. D'ailleurs, je ne peux pas non plus dire que tous les ajouts ou changements dans Rose m'ont tous convaincu, tout comme c'est le cas pour Twice Upon a Time. Quels sont donc ces changements positifs et négatifs, me direz-vous? Eh bien, pour en parler plus en détail, permettez-moi d'entrer dans la zone spoiler. Si jamais vous voulez garder ces surprises pour vous, je vous conseille de vous rendre au timecode indiqué ici, il serait tout de même regrettable que je vous gâche certains éléments qui rendent ces ouvrages si intéressants. Alors allons-y, en démarrant par Twice Upon a Time, dont les changements sont plus minimes que pour Rose. Tout d'abord, j'aimerais signaler un point qui m'a beaucoup plu, à savoir le point de vue du narrateur. J'ai trouvé très intelligent d'alterner différents points de vue internes, tout particulièrement au début du récit. C'était un choix ingénieux dans un épisode incluant peu de personnages mais tous importants, et jouant lui-même sur les points de vue des protagonistes. Mais revenons aux changements en eux-mêmes. Globalement, j'en ai repéré 3 qui m'ont agacé. Le premier, et je suis bien consciente que cela m'a déplu car je n'aime pas la plupart des storylines autour de ce personnage, est la présence de mentions régulières à Riversong, précisant plusieurs fois qu'il s'agit de sa femme et qu'elle aurait fait ci ou pensé ça. Sauf que, outre le fait que j'ai vraiment du mal à imaginer le Docteur, surtout le 12e, penser si souvent à ce que l'une de ses multiples femmes pourrait dire dans telle ou telle situation, j'ai aussi beaucoup de difficultés à en saisir l'intérêt. Twice Upon a Time n'est pas à propos de River. Si c'était le cas, elle aurait figuré parmi les compagnons présents à la fin, ou bien elle aurait trouvé un moyen quelconque de le contacter durant l'épisode pour faire un dernier hommage. Mais non, ça n'a pas été le cas.
Alors pourquoi l'inclure à plusieurs reprises? Je lis une novélisation de Doctor Who, pas de Columbo. Quand j'écoute le match à la radio et que ma femme me parle, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. Il faut que je suive le match, même si elle me dit quelque chose d'important. Votre femme a toute ma sympathie. Les deux autres changements étant liés, je vais aborder d'une traite le problème que j'ai avec cette réécriture des vies de Bill et Nardole. Une des forces du final de la saison 10 était de laisser le mystère entier à leur sujet. Nardole arrivera-t-il à protéger les Mondasiens ou sera-t-il tué dans le prochain assaut des Cybermen? Bill est-elle réellement devenue une flaque de carburant? Peu de choses sont affirmées, on flotte sur un nuage d'incertitude, et même si ces fins de personnages ne me satisfaisaient pas vraiment, en tout cas pour Nardole, j'aimais ce sentiment de « et si » qui laissait tous les champs possibles. Mais la novélisation n'a fait que compléter ce sentiment d'insatisfaction en donnant des détails sur ces éléments si délicatement préservés dans un cocon d'ignorance. Bill serait revenu sur Terre avec Heather après de nombreux voyages, et elle serait redevenue humaine pour vieillir ensemble comme de vrais êtres humains. Nardole aurait eu une vie bien remplie et plusieurs femmes. Alors c'est bien joli, tant mieux si ces personnages ont pu obtenir une vie douce et presque tranquille, mais a-t-on toujours besoin d'happy endings pour être satisfait? Tout comme nous n'avons pas toujours besoin non plus d'intrigues farfelues, dramatiques ou incomplètes. Tout justifier n'est pas systématiquement une solution viable. Laisser une place au mystère, à la fantaisie, à l'imaginaire du spectateur/lecteur est parfois aussi important que d'apporter un cadre solide et cohérent à son histoire. D'un autre côté, Rose complète des pans de l'histoire auxquels nous ne pensions pas, mais qui s'avèrent être eux aussi très riches. On s'attarde sur des détails des plus surprenants, comme par exemple le premier chapitre qui se contente de nous raconter l'histoire de Bernie Wilson, l'employé du magasin uniquement présent au début de l'épisode pour illustrer la dangerosité de la menace Autumn. Sérieusement, qui a un jour souhaité en regardant Rose en savoir plus sur ce personnage sacrifiable? Et pourtant, nous voilà happés dans les magouilles de Bernie, nous retrouvant à détester ce personnage que nous nous contentions d'oublier auparavant. Au final, quand on y réfléchit, les changements de Rose découlent majoritairement de changements dans le développement des personnages et d'introduction de nouveaux participants dans cette joyeuse fête. Clive et sa famille ont ici le droit à un développement poussé, un peu trop poussé même. Je dois bien admettre ne pas saisir exactement où Russell T Davies souhaite aller en clamant que Caroline, la femme de Clive dont on n'entendra plus jamais parler par la suite dans la série, veut se venger de ce que le docteur a fait subir à sa famille. Pourquoi déclarer une telle chose? Est-ce un teasing pour un retour du personnage ou de Russell T Davies en tant que scénariste sur la série? Ou une prévision d'un futur livre écrit par ses soins? Ou bien c'est juste une pique sortie de nulle part pour embêter les pinailleurs dans mon genre? Mais le changement qui m'a le plus plu dans cette novélisation est le traitement de Mikey. Là où Russell T Davies avait confié avoir voulu faire passer Mikey pour un salaud dans l'épisode, on réalise ici à quel point il a pris du recul sur le personnage, moins pathétique, plus touchant, et à qui on injecte directement des éléments qui seront développés plus tard dans la série, par exemple sa famille. J'ai particulièrement apprécié l'ajout du Bad Wolf Band, le groupe d'amis de Mikey et Rose. Ils nous font curieusement réaliser qu'en effet, tous ces compagnons qui vont et viennent dans le TARDIS, n'ont-ils pas d'amis? Connaissez-vous les amis de Martha, de Clara? Vous êtes-vous déjà dit « Je me demande ce que Rory fait le samedi soir avec ses potes ?» Pourquoi ça? Parce qu'on s'en fiche? Évidemment, on ne peut pas rencontrer toute la smala, imaginer le bazar. Mais la force de la novélisation de Rose réside bien là. S'appuyer sur ces petites choses essentielles qui nous entourent pour donner corps à l'environnement de l'histoire. Décrire Londres, parler du petit garçon dans le London Eye pendant la transmission de la conscience Nestin, découvrir l'affreux ex-petit ami de Rose, représenter des personnages trans et homosexuels sans pour autant insister sur ses traits, etc., etc. Tout cela donne du réalisme à l'ensemble, on y croit. C'est bien dans notre vrai monde que se déroulent tous ces problèmes extraterrestres. Twice Upon a Time visite des lieux extraordinaires et aliens. Même l'Antarctique dégage cette impression d'étrangeté, et idem pour le champ de bataille. Rose, lui, nous dévoile un univers solide, réaliste et identifiable. Quelle ironie que celui le plus fidèle à son matériau de base soit celui le plus irréel, et inversement. D'un point de vue personnel, j'ai donc préféré Rose, dont je trouve le traitement plus recherché et abouti. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Paul Cornell se devait de respecter au mieux le matériau de base, pensé à l'origine par un autre scénariste, là où Russell T Davies, manipulant son propre scénario, pouvait se permettre plus de liberté. Mais du coup, quelle novélisation conseillerais-je le plus? Eh bien, je serais tenté de dire les deux. Mettez peut-être de côté vos a priori selon quoi vous préférez la rigueur ou la démesure. L'un comme l'autre, ces livres pourraient vous surprendre, et il est toujours amusant de les comparer après lecture pour réaliser la différence de style et de parti pris de chacun. Cela dit, si vous ne deviez en choisir qu'un, posez-vous la question. Que recherchez-vous? Une touche de nostalgie ou un nouveau regard? J'espère avoir su orienter votre choix et que vous trouverez votre bonheur dans ces ouvrages si différents et proches à la fois, ayant chacun leurs défauts mais globalement emplis de nombreuses qualités indéniables et de bonnes intentions. Des ouvrages faits pour combler le cœur de tous les fans.